Bonjour Élise Fontenaille. Bonjour. Alors nous ne sommes pas à Cognac, nous sommes chacune chez nous pour ce petit Alors, entretien que nous allons envoyer aux collégiens et aux collégiennes qui votent dans le cadre du prix Allez, c'est le prix adolescent lecteur européen. Et c'est un prix pour lequel vous êtes en lice avec un très beau texte, La dernière reine d'Haïti, publié aux éditions du Rouer, qui est votre éditeur. préféré. Bref, voilà. Alors j'ai reçu, quelques questions de la part de ces collégiennes et de ces collégiens que je vais donc vous transmettre, puis j'en rajouterai un peu quelques-unes personnelles parce qu'il faut bien que je travaille un petit peu quand même. Alors vous l'expliquez très bien dans votre postface, Mmh. mais c'est quand même des questions récurrentes de la part de nos jeunes lecteurs, de D'accord. savoir si vous avez déjà été à Haïti, comment vous avez connu l'histoire des Taïnos et si les noms de vos personnages sont réels. Alors, je vais répondre à tout ça. Alors, en fait, c'est toute une aventure. C'est un petit peu la suite des Trois sœurs et le dictateur, parce que j'ai été invitée en République dominicaine, Haïti, par un couple de très sympathiques professeurs qui m'avaient déjà invitée au Canada. Et à chaque fois qu'on m'invite quelque part, en fait, quand on m'invite une semaine, je reste un mois, puis je parcours tout le pays. Donc, j'étais allée en Haïti en autocar, j'étais allée partout. Et puis, j'étais revenue pour lire Les Trois sœurs et le dictateur dans le jardin des sœurs Mirabal, donc en République dominicaine. Et puis, en me baladant un peu partout, j'ai découvert, bah, il y a toujours des gens sympathiques qui m'hébergent. Et là, ils avaient des amis français qui avaient créé en pleine Cambrousse un musée voué aux Taïnos, aux derniers Taïnos. Et c'était très intéressant. Et il y a un jeune guide qui m'avait emmené me balader dans le parc de Los Haïtises. Et là, en fait, c'est le contact, je dirais, physique avec ces lieux qui m'a parlé. Les grottes d'où se sont jetés les derniers Taïnos, les gravures rupestres, etc. Et ça m'a beaucoup touchée. Et pendant que j'étais encore en Haïti, j'ai commandé le très beau catalogue de l'exposition qu'avait initié Jacques Chirac sur les Taïnos au Petit Palais. Et magnifique catalogue. Et quand je suis rentrée chez moi, je me souviens toujours, il était dans ma boîte aux lettres. Donc j'étais un voyage géographique ouvrait dans un voyage dans le temps. Et ça, c'était formidable. Et j'ai appris, donc Internet a quand même du bon, que Bartolomé Las Casas avait consacré 3000 pages à l'histoire des derniers Taïnos, entre autres. Et enfin, surtout 1 millier de pages, et j'ai pu me procurer ces livres. Et je les ai lus, puis je me suis passionnée pour cette histoire. Et j'avais été très étonnée de voir que bon, j'avais fait des études d'anthropologie, et puis pourtant, je n'étais pas au courant du tout de l'existence des Taïnos. Et en fait, c'est un jeune homme qui, en pleine Cambrousse, m'avait parlé d'Anacaona. Donc, en fait, c'est des rencontres, c'est des discussions. Et lui-même, il ressemblait vraiment à un jeune Taïnos. Donc, c'est une part de réel et puis d'enquête, et tout est mêlé. Puis, je me suis emballée. Puis, je suis contente parce que ce petit livre, il marche très bien. Il touche les jeunes lecteurs, bien que le sujet soit pas vraiment facile. Les noms des personnages, ils sont réels. C'est les noms des personnages historiques. Anacaona, bien sûr, son neveu Guaracuya, etc., etc. Je me souviens pas forcément par cœur des noms parce que j'ai écrit et publié beaucoup de livres depuis. Mais j'avoue que celui-là est particulièrement cher à mon cœur. Oui, c'est vrai. Vous venez d'en parler un petit peu, c'est vrai que vous parlez dans cette postface de votre jeune guide, Oui, Arturo, qui vous a un peu raconté oui. l'histoire des Taïnos, et puis vous venez de dire que vous avez commandé le catalogue, que vous avez lu les pages de Las Casas. Combien de temps ça vous a demandé d'écrire le texte, recherche comprise? Parce Oh, on sent oui. bien que vous avez fait aussi des recherches. Enfin, en fait, je distingue toujours le temps des recherches qui a un temps très long et passionnant, qui peut durer des mois et des années, mais qui est un pur plaisir, et le temps de l'écriture qui est vraiment très très rapide. Mais le travail, je pense que les recherches, c'est vraiment la partie la plus importante du travail historique. Et puis en plus, il faut acquérir beaucoup de connaissances, il faut réfléchir et il faut tout effacer et en fait restituer ce qui reste, tout simplement. Donc Ça c'est laisse quelle part à la fiction quand oh on bah, choisit un sujet aussi ancré dans l'histoire? Quelle part
La fiction, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Là, on a un espace de liberté. Oui, mais je dirais que c'est instinctif parce que c'est vraiment devenu mon métier. C'est aussi, il faut rendre désirable une histoire qui n'est pas forcément, dans le sens, il faut que surtout le jeune lecteur, la jeune lectrice ait plaisir à le lire. On va pas, tout le monde a ses soucis, on ne va pas en plus les accabler. Donc, mais c'est une gymnastique. Je pense que depuis mes premiers récits historiques pour Grasset, ça s'est fait naturellement. C'est une sorte de gymnastique. Vous voyez, je ne fais pas de gymnastique corporelle, je devrais, mais je fais de la gymnastique mentale et ça devient vraiment une habitude et une passion. C'est devenu une passion en fait. Et puis, le temps de recherche, là, pour ce livre, ça a été très long alors? Non, pas très long, parce que le champ des possibles est assez limité. Par exemple, là, je viens de terminer un livre sur la maîtresse de Cortés, la Malinche. Et là, en fait, les récits historiques sur les Aztèques étaient très, très, très nombreux. Donc là, j'avais commandé une 50aine de livres sur les Aztèques. Et puis les Français sont très érudits. En fait, les liens avec les Mexiques sont très forts. Et il y avait pas mal de choses, les codex. Mais enfin, sur les Taïnos, il y avait très peu de choses. Donc le travail de recherche est assez vite fait. Enfin, je dirais qu'un travail c'est très intense parce que quand je me mets à travailler, c'est jour et nuit pendant des semaines et plus rien d'autre n'existe en fait. Donc j'oublie le monde, j'oublie tout. À part mes enfants, j'oublie tout le monde. Et vous oubliez les travaux derrière vous. Oui, les travaux derrière moi, j'ai complètement oublié. Ah oui, c'est vrai. J'oublie tout et puis j'écris et puis en fait je deviens quelqu'un d'autre qui vit il y a 5 siècles ou etc. Donc c'est une sorte de travail, comment dire, enfin c'est un exercice spirituel en fait et j'adore ça. C'est vrai que je le fais beaucoup et c'est vraiment une passion et je suis très contente de voir que de l'autre côté ça répond bien. Et même il y a des Haïtiens qui m'ont parlé de mon livre, donc ça c'est quand même super parce que j'aurais pas eu le culot d'apprendre des choses aux Haïtiens quand même. C'est leur histoire, c'est pas la mienne. Hein. Mais même ici en Auvergne, j'ai rencontré un artiste haïtien et son galeriste qui avait entendu parler de la dernière reine d'Haïti. Donc c'est génial quand même. On sent que le point de départ, l'envie de raconter cette histoire, c'est que Primo, elle n'est pas si connue, et puis une colère. On sent que vous aimez beaucoup moins Christophe Colomb et les frères Colomb. Ah oui, non, j'aime plus du tout Christophe Colomb. En plus, demain, c'est Thanksgiving Day, et puis c'est quand même, toutes ces histoires de découverte, c'est tout le temps des histoires de génocide amérindien, en fait, hein, qu'on a complètement occulté. C'est de la colonisation, en fait. Oui, et très, très violente. Hein. Par exemple, le Thanksgiving Day, c'est la même chose, hein, qu'on appelle un Thanksgiving Day. J'ai consacré un livre, c'est les Alcatraz Indian Land, parce que les jeunes Indiens de la baie de San Francisco ont occupé l'île-prison d'Alcatraz pendant 1 an et demi pour exiger la création d'une université amérindienne. Et l'anniversaire, c'est vraiment demain. Donc, en fait, ça résonne de partout, tout le temps. C'est vrai que je deviens un peu spécialiste de toutes ces histoires qui me touchent beaucoup. Et je pense que le déclic, ça a été de vivre à Vancouver et de voir dans quel état certains Indiens étaient. Et je n'ai cessé d'essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de trouver des réponses qui sont des hypothèses, bien sûr. Mais de toute façon, vos livres, enfin, on s'était vu en 2016 pour la révolte d'Eva, sur un tout autre sujet, mais vos sujets sont rarement, les thèmes de vos livres sont rarement anodins. Est-ce qu'on peut parler d'une littérature engagée ou du moins du fait que vous vouliez que vos romans permettent une prise de conscience sur certains sujets, voire un éveil des consciences? Est-ce que c'est ça le rôle de la littérature? Je ne serais pas aussi présomptueuse. On met toujours l'étiquette d'écrivain engagé que je réfute, je ne sais pas pourquoi, mais mes livres sont engagés, ça c'est évident. Moi non, parce que moi, voilà, je fais ce que je veux, quoi. J'adore gambader dans les bois, mais et puis en plus, je ne suis pas dans le collectif. Je fais juste un travail de... Je pense que c'est l'écho quand même de ma passion qui était l'anthropologie, et ça fait tout le temps écho. C'est-à-dire que ces peuples qu'on a anéantis, qui sont en train de disparaître, sont vraiment aussi intéressants, voire beaucoup plus que nous. Comment dire, les Amérindiens qui sont en train de disparaître, enfin, je suis tout le temps tout ce qui se passe, qui sont en train de disparaître dans l'indifférence générale, même si beaucoup se battent, notamment des femmes, mais pas seulement. Comment dire, en fait, c'était vraiment
c'est vraiment une révolte personnelle, une indignation, ouais, une colère et puis un chagrin. On peut pas laisser, on peut pas continuer d'ignorer ça, laisser ça se faire parce que ça continue tout le temps, ça a des racines très lointaines et profondes. Et puis ça me touche beaucoup en fait. Je pense que l'idée c'est que je suis quelqu'un de très sensible et que tout me touche. En général, les gens vivent en se blindant et moi plus ça va, plus je deviens sensible à tout. Donc c'est comme ça en fait. Mais je pense que c'est le travail, c'est la passion de l'histoire et toujours raconter ce qui est méconnu. Et c'est Toujours. important justement que ces jeunes lecteurs aient accès à des choses méconnues, oubliées. En fait, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on dit que les jeunes ne lisent pas et c'est pas vrai. Parce que je vois bien que ça fait écho et que mes livres font écho. Et ce que j'adore dans la jeunesse, c'est la capacité d'indignation qui est toujours très fraîche. Parce que la plupart des adultes, ils s'en foutent, ils ont leurs soucis, chacun se blinde. Et en fait, moi, ce qui me touche beaucoup chez les adolescents, et moi, je pense que je suis un peu une adolescente éternelle et jamais je me blinderai sur rien. Et c'est qu'en fait, on échange, les échanges sont très forts. On est vraiment, on est vraiment raccord. D'abord, j'estime beaucoup leur intelligence. Je pense qu'ils ont autant à m'apprendre que moi à leur apprendre. Et en fait, je suis pas du tout dans une posture. Il faut dire que j'étais un cancre absolu. Je détestais l'école, donc je suis pas dans la posture classique dominant-dominé, qui est quand même malheureusement le principe de l'école. Pour moi, les jeunes, même un enfant de 3 ans, c'est mon égal et il a à m'apprendre autant ou elle, autant. D'ailleurs, ce qui était très touchant, c'est que j'ai eu un beau prix pour la dernière reine d'Haïti. C'était un jeune enfant haïtien adopté, enfin un adolescent. Et j'oublierai jamais, on a passé toute la journée ensemble, on a discuté, il m'a fait lire ce qu'il avait écrit et c'était très émouvant comme rencontre. C'était un jeune garçon très brillant, très intelligent. Et il m'avait expliqué comment il avait retourné, si je puis dire, tout le corpus, tous les jeunes, et ils avaient voté pour la dernière reine d'Haïti et c'était grâce à lui. Donc c'est super. En fait, c'est tout le temps des très belles aventures humaines et j'avoue que c'est quand même très dur pour moi depuis 9 mois d'être privée de ces rencontres qui sont vraiment le sel de ma vie, le piment. Donc là, je suis super contente de discuter avec vous parce que ça fait longtemps. Et ça me manque beaucoup parce qu'en jeunesse, j'écris pour ça en fait. J'écris pour les échanges, j'écris vraiment en jeunesse pour ces échanges parce que c'est vraiment très vivant. C'est ce qui me plaît beaucoup. Et puis avec quelqu'un comme vous aussi, voilà. Ça, je trouve ça unique. Et j'avais pas ça en littérature adulte. J'avais pas l'équivalent. Parce qu'en adulte, c'est beaucoup plus, l'enjeu est beaucoup plus social et ça, je m'en fous. C'est mondain, c'est social et ça m'intéresse pas du tout en fait. Maintenant, je le sais complètement. Il y a une autre M'intéresse, question c'est la que se posent nos collégiens et collégiennes. Alors, je sais que vous l'avez écrit il y a longtemps, donc je ne sais pas si vous pourrez répondre. Ils se demandaient quel était le passage qui vous a pris le plus de temps à écrire ou peut-être qui a été le plus difficile à écrire. Est-ce que, je ne sais pas moi, la mort d'Anna Non, Kaona, c'était… non, rien n'a été difficile. Et puis, de toute façon, il y a du réalisme magique toujours, puisque c'est vraiment des peuples qui sont dans un réalisme magique. Donc, ça donne une sorte d'élan, en fait. Non, pour moi, c'est très, très, très facile d'écrire en jeunesse. C'est vraiment naturel. C'est comme de respirer, c'est comme de chanter, c'est pareil. Donc, non, tout m'est très facile en jeunesse. Il Il n'y y a a jamais de jamais. passage qui bloque. Non, jamais. Non, rien ne bloque jamais. C'est naturel. En fait, c'est comme un ruisseau. On lui demande, bah, parce qu'à un moment, ça a été difficile. Il dit, bah non, ça coule de source. De toute façon, mon Et nom, c'est Petite Source. Et puis, c'est ça, en fait. En jeunesse, ça coule de source. C'est un ruisseau d'eau. Et dernière question, où j'imagine à peu près la réponse vu ce que vous venez de nous dire. Comment faites-vous quand vous n'avez pas ou plus d'imagination? Ah non, j'ai des idées tout le temps. Malheureusement, j'ai un peu le problème. C'est-à-dire, vous me laissez dans un coin, j'ai 3 idées de romans. Même sur le chantier, là, j'ai 3 idées de romans que j'écrirai pas parce que voilà. Mais en fait, on me pose dans un coin, puis ça jaillit de toutes parts, en fait. C'est des geysers. Il suffit que je regarde par la fenêtre et puis ça jaillit. En fait, Vos, c'est la nature. vos voyages ont quand même aussi beaucoup Oui, c'est inspiré vrai. vos Non, livres. c'est vrai. Bah, les voyages, c'est-à-dire tout ce qui sort de soi. Tout ce qui sort de soi fait du bien, ouvre sur le monde, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin. Par exemple, là, ici, en fait, ma maison, elle a été baptisée par le charpentier là, qui a isolé mon toit. Et il y a une amie artiste qui m'a inspiré mon dernier roman, La Sourcière. Et en fait, ça se passe au Moyen-Âge, mais j'ai recyclé des amis que j'avais ici, des sensations, des impressions. Et
Et c'est né d'une une amie qui m'a amenée dans une magnifique abbaye qui m'a raconté l'histoire d'un seigneur cruel qui avait fait pénitence après la mort de sa fille, etc. etc. Enfin, et puis ça va très 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 vite maintenant. L'imagination, elle s'accroche sur une histoire, sur une légende, sur un réel, sur la splendeur des paysages, beaucoup. Et ça va très très vite. Finalement, ça, vraiment, ça jaillit. Mon problème, c'est plutôt de calmer ce jaillissement, parce que je ne peux pas publier un livre par jour non plus. Donc c'est plutôt ça, excès d'imagination, d'idées. Mais ça devient vraiment une gymnastique. Enfin, voilà. Enfin, j'ai jamais fait de sport, ce serait bien que je m'y mette d'ailleurs, mais je pense que la pratique d'un sport, c'est un peu pareil, ça crée, je sais pas quoi, des endorphines, je sais pas quoi. Et moi, c'est les endorphines de la, ou je sais pas comment on appelle ça, de la création. Mais ça se fait vraiment, même quand je dors, en fait. Ça se fait tout le temps. C'est un entraînement, enfin, pour Oui, c'est un utiliser la entraînement. métaphore du sport, c'est un Voilà, entraînement. c'est ça, c'est un entraînement. Bah, en fait, là, j'ai même plus besoin d'entraînement, c'est que ça devient, c'est tout le temps, c'est constant et il n'y a vraiment plus aucune difficulté à écrire, surtout ce genre de livre. Oui, Bah, c'est à force de travail. bah, C'est en fait, devenu. tout travail, n'importe quel travail, devient un savoir-faire. Personne ne pense, quel que soit le travail qu'il fait, personne ne pense aux gestes. Et moi, c'est pareil, en fait. Et la sourcière, ça a jailli. La Malinche, ça a jailli. En plus, la sourcière, maintenant, c'est le nom de ma maison. Mon éditeur l'adore. On dirait que c'est lui qui l'a écrit. Enfin, il m'a dit qu'il volait quand il lisait. Je me dis, ça y est, quoi. Il est barré, c'est contagieux. Le délire est contagieux. Là, ouf, ils sont tous saisis. Bah, en fait, j'adore. En fait, c'est une passion. C'est pas un travail, c'est une passion. Donc, la passion, ça vous donne des ailes et puis ça vous emmène tout seul. Nos jeunes lecteurs se posent la question du choix du titre. Comment vous Bien avez fait. choisi le titre? Quelle est la part, la participation de l'éditeur dans ce choix du titre? Bon, moi j'ai été titreuse à un moment quand j'étais journaliste et c'est vrai que c'est pas le cas de tous les écrivains. Souvent, j'ai des copains écrivains, je suis un peu consternée par le choix des titres. On dirait qu'ils veulent faire fuir les lecteurs. Je sais quand même qu'un titre, c'est la moitié d'un livre. Ça, je l'ai fait quand même des années, de choisir des titres, de légender, de choisir des images. Donc c'est vrai que par force, j'ai appris à tout faire en fait. Et je sais quand un titre est bon et il doit donner envie, il doit raconter une histoire, il doit commencer l'histoire et puis voilà, c'est une accroche en fait. C'est un hameçonnage, hop. Eh bien, ça va être le mot de la fin, l'hameçonnage. J'espère Voilà. que vous allez bien hameçonner nos jeunes lecteurs. C'est sûr. Un Bah alors, grand, je ne me plains pas, ça va vraiment bien, ça va vraiment tout seul. Pour un ça, là, grand merci, Élise. merci beaucoup. Merci, puis à bientôt.